Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'invité du direct a le plaisir de recevoir ce matin M. Ali Koudil, ancien président-directeur général de la CNAN. M. Ali Koudil, bonjour. Bonjour. Alors, c'est un invité du direct particulier que nous tenons aujourd'hui. D'habitude, nous recevons des invités qui traitent de l'actualité économique la plus immédiate ou de leur secteur d'activité. Nous avons choisi aujourd'hui de parler avec un chef d'entreprise d'une grande compagnie, le Pavillon National, la CNAN, qui a eu à subir une histoire qu'il a relatée dans un livre, Naufrage judiciaire, les dessous de l'affaire CNAN de M. Ali Koudil aux éditions Coucou. Vous avez été détenu, M. Ali Koudil, suite à l'affaire du Béchar, le naufrage du Béchar en novembre 2004. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Merci de m'avoir invité à votre émission et pour me permettre justement de relater un peu toute cette malheureuse histoire du naufrage du Béchar et de la disparition de 16 marins dans cette histoire. ربي يرحمهم ويعطي الصبر لمواليهم إن شاء الله. Donc, moi je me trouvais, c'était encore le dernier jour du mois de Carême de 2004. Le lendemain, c'était l'Aïd. Donc, et c'était un samedi. J'étais à la maison quand à 5 heures, à peu près dans les environs de 5 heures, je reçois un coup de fil d'un ami qui m'appelle et qui me dit, écoute, je suis sur le boulevard du front de mer et je vois le bateau, le Béchar, qui est en train de se fracasser contre les rochers de la jetée Khaireddin. Qu'est-ce qu'il y a, Gali? C'est grave. Qu'est-ce que je fais? On était Ramadan, donc dans une demi-heure, on allait casser le jeûne. J'étais juste en jogging. Et je descends, je prends la voiture et je descends à tambour ouvert vers la CNAN. Entre-temps, je recevais des coups de fil de, comment on appelle, l'inspecteur de l'IGF chez nous au niveau de la flotte. On appelle ça l'inspecteur de la flotte. Et qui me dit, donc il me confirme ce qui était en train de se passer, qui m'a dit qu'une cellule de crise a été ouverte et nous sommes déjà là. À l'amirauté À l'amirauté, il faut appeler le ministre parce qu'on nous dit que les secours par voie de mer étaient impossibles. La mer était trop démontée et les remorqueurs ne pouvaient pas dépasser la passe. Pour sortir. Donc il fallait des secours aériens. J'appelle le directeur de la marine marchande au ministère. J'avais son numéro. Je lui dis, voilà, il faut que tu appelles absolument le ministre pour lui dire, c'est très très grave, il y a le sort des marins qui sont à bord était compromis. Et je descends. Donc, je retrouve les gars sur la cellule de crise au niveau du bureau. Comme on ne voyait pas du bureau, on ne pouvait pas voir ce qui se passe, on s'est déplacé sur un bateau, notre bateau, le Millennium, je me rappelle, qui avait des phares puissants pour installer notre cellule de crise sur place là-bas. Donc, on a été tous ensemble. Et là, on pouvait voir effectivement déjà le bateau qui commençait à s'enfoncer. On voyait quand même les mâts, etc. Et puis, il y avait un contact VHF avec le commandant Blidi. Voilà, on était sur VHF avec le commandant Blidi, que j'ai eu. Il me répète la même chose. Et il nous faut des secours. Et nous avions déjà
les services ont déjà commencé à voir avec les gardes-côtes pour leur dire, écoutez, il faut absolument des secours aériens. Et ils nous promettaient, dans un quart d'heure, on sera là-bas. Dans un quart d'heure. Ça a été depuis, c'était exactement à 5h moins quart qu'il y avait le SOS. 5h moins, à peu près, les environs. Je n'ai plus la date, je n'ai plus l'heure exacte de ça, mais je le relate dans le SOS, il est 5h08, la première alerte, elle est à 5h moins quart. Voilà. Ça devient un SOS à 5h08. Voilà, donc... et chaque fois, il nous disait dans un quart d'heure. On répète un quart d'heure, un quart d'heure. Et c'est ce que j'ai pu dire, moi, à l'équipe. Parce que ce que je pouvais leur dire de plus, que voilà, vous allez recevoir des secours dans un quart d'heure. On nous l'a promis. Et... Ali Koudil, dans votre livre, vous rapportez une phrase quand même du commandant Bled, comme vous dites, à un moment donné, il dit « Nous qu'il allait comme Rabbi ». Oui, il ne l'a pas dit directement à moi, mais quand il est semé, comme Rabbi. Et certains ont pensé, ceux qui ont été des témoins à charge, ont voulu signifier que c'était à moi. Donc, il allait comme Rabbi. Et moi, qu'est-ce que j'aurais bien pu faire? Donc, il allait comme Rabbi, les trucs de secours, peut-être, mais pas à moi. Est-ce que vous dites aujourd'hui, M. Koudil, que le commandant de la marine marchande, le ministre du transport, le chef le Premier ministre qui vous a rejoint à un moment donné dans la nuit, M. Ahmedou Yahya qui était Premier ministre à ce moment-là, les faits remontent à 2004, novembre 2004, est-ce que vous direz qu'ils ont tardé à comprendre la gravité de la situation? Sauf, nous on était déjà à 5h30, on était sur place. Ce n'est que vers 8h, c'est-à-dire que le DMM et le ministre, etc., ils arrivent vers les coups de 8h. Ah, seulement 8h? Oui, ils arrivent vers les coups de 8h. C'est-à-dire vers 8h. Donc il y a eu une cellule de crise qui a été, maintenant elle est devenue nationale. Et politique. Voilà. Et on est montés tous au niveau de la capitainerie du port, où il y avait la cellule de crise du port, notre propre cellule de crise, plus celle qui a été ouverte par le ministre des Transports. Monsieur Mohamed Mouglaoui, lui aussi, il a disparu depuis, et qui était en fonction à ce moment-là. Voilà. Quelques moments après, et il y a, donc je lui répète à M. Mouglaoui, voilà le problème, voilà, c'est très très grave. Il me dit aussi qu'on va trouver au téléphone, quand j'étais sur la route. Il me dit, où est-ce les hélicoptères? Comment les hélicoptères? C'est à vous de trouver. Écoute, bon, il y a l'armée, il y a la gendarmerie, il y a la police, il y a les gardes-côtes. C'est un pays. On a vu des hélicoptères pendant les manœuvres essayer de sauver un bateau qui était en déperdition. D'accord. Après, il me fait une révélation. Voilà. Il m'a présenté le chef des gardes-côtes, le plus haut responsable des gardes-côtes, je ne me rappelle pas son nom, c'était un général. Et il me dit, on n'a pas d'hélicoptère prêt à voler avec cette tempête. Et on attend le Premier ministre, il va venir, parce que pour demander l'aide à un pays étranger, il faut que ce soit le chef du gouvernement lui-même qui demande... Et M. Yahya décide quand même d'appeler, mais il était à quelle heure quand il a décidé d'appeler les Espagnols? Alors, il était 11h du soir. Quand on décide finalement, il n'y a pas des moyens locaux, on décide d'appeler... 11h du soir, c'est pas l'heure à laquelle s'éteint la dernière lumière dans le char? Pratiquement. 11h30 exactement, il n'y a plus rien. Il est définitivement englouti. On avait encore un contact par téléphone, mais la batterie était visiblement commencée déjà. Et puis à 11h30, plus aucun contact avec le bord. On peut rappeler qu'il y a eu quand même, parmi l'équipage, il y a eu 2 rescapés qui s'étaient jetés à la mer et qui ont échoué aux Sablettes. Exactement.
Et on les a retrouvés, les pompiers les ont retrouvés au niveau de la pompe à essence des Sablettes, etc. Donc il y a eu un appel aux autorités espagnoles par Monsieur le Premier ministre, Monsieur Ouihia, mais ils ne sont arrivés que vers 3h30, 4h du matin. De Palma, de Majorque. Oui, de Palma. Ils ont fait des tours, plusieurs tours, pour voir s'il y a des survivants. Et puis, ils repartent. Voilà la chronologie. Alors, ça, ce sont les faits. Vous, quelques semaines après, vous êtes impliqué d'abord dans une information. Vous êtes écouté par la gendarmerie nationale à Bab Jadid, ensuite par un juge d'instruction. Et puis, il se passe quelque chose que vous redoutiez un petit peu, mais auquel vous refusez de croire. Vous êtes accusé et vous êtes incarcéré. Oui. Et voilà, donc j'ai été reçu par le procureur juste après l'Aïd el-Kbir. Donc il y a eu quand même 40 jours de passé. Entre-temps... C'est plus que 40 jours. C'est 2 mois et 10 jours entre les deux Aïd. Pardon, 70 jours. 70 jours. Le 13 novembre jusqu'à le 25 janvier. 2005. 2005, jusqu'au 25 janvier 2005. Donc j'ai été reçu par le procureur. Auparavant, nous avons subi l'enquête très très poussée de la gendarmerie nationale qui nous a empêchés pratiquement de travailler, puisque à chaque moment il nous fallait faire des photocopies, des documents. Et donc le procureur me reçoit. On était très nombreux, on était 22, 23 personnes au niveau de Ben Ramdan, parce qu'à ce moment-là, la cour était là-bas, et me reçoit. Il me reçoit très bien, et il me propose même un café dans son petit bureau. Et puis, j'ai dit, c'est pas la peine. Et puis, à un moment donné, pendant qu'on discutait, il reçoit un coup de fil. Le téléphone sonne. Le téléphone sonne. Ça, c'est les dilemmes de liberté caricature beaucoup ces situations où le téléphone sonne entre un juge et une instance qu'on ne connaît pas. Voilà, on ne sait pas. Ben, j'ai deviné que c'était le procureur général. J'ai deviné simplement. Je ne suis pas sûr. Mais pourquoi j'ai deviné? Parce qu'il devait monter au 4e étage. Il me demande de sortir, mais son visage avait totalement changé. Il n'était plus... il n'était plus avenant. Il n'était plus avenant, mais il s'est renfermé. Je sors dehors et il me dit, donc vous allez passer au niveau de... Quand il est revenu, il m'a dit, vous allez attendre le juge d'instruction, il va vous appeler. Quand il y a juge d'instruction, ça veut dire que vous êtes... que le procureur vous a accusé de quelque chose. Ok. De 9h du matin, donc c'était 9h, 10h. Et puis, on attend le juge d'instruction. On monte au 3e étage, je crois. J'ai appelé mon avocate. À ce moment-là, je lui ai dit, voilà. Quand elle est venue, elle m'a dit, ça semble sérieux. J'ai envie de vous poser une question, M. Ali Koudil. Vous n'avez pas quand même, pendant ces 70 jours, le sentiment qu'à un moment ou à un autre, ça risquait de s'orienter vers vous et vers le staff de la CNAN, parce qu'il y avait le besoin pour, on va dire, l'instance politique de donner des têtes. Il y avait une grande émotion dans l'opinion, 16 morts, un bateau qui a sombré quasiment dans le port d'Alger, un autre qui a échoué, ce qui a renforcé un peu l'image négative de la CNAN, le Batna qui a échoué donc, aux Sablettes. Est-ce que vous pensiez quand même pas, vous attendiez quand même pas à quelque chose? Sincèrement, j'étais loin de penser. Même que des amis m'ont dit, attention, votre cellule est prête, Serkadji. Votre cellule est déjà préparée, que vous allez... on connaît même la sentence, 18 ans. J'ai dit... Il dit que c'est pas sérieux ce que vous êtes en train de me dire, laissez-moi travailler, s'il vous plaît. Donc, je pouvais... Pourquoi moi? Pourquoi? Parce que regardez ce qu'il y a. On va aller sur votre contre-argumentaire. On va le développer très vite dans un moment. Je voulais juste rester sur cette narration qui est très importante, en fait, parce qu'elle peut nous faire comprendre comment
un chef d'entreprise public, un pavillon souverain, etc., peut se retrouver très vite dans une situation de ce type-là, et après rentrer dans les dédales de l'appareil judiciaire. Et là, vous racontez de manière extrêmement poignante dans votre livre, c'est un peu l'enfer. C'est un peu l'enfer. Quand vous arrivez à Serkadji, il y a aucun traitement de faveur, c'est presque l'inverse. Et vous allez vous retrouver au milieu des délinquants, et ensuite c'est la condamnation, ensuite c'est Brouaguia. Ce long tunnel dans lequel vous rentrez, vous n'êtes pas du tout préparé. Pas du tout, j'étais loin. Écoutez, moi je suis une personne tout à fait normale. Je ne milite dans aucun parti politique, ni aucune association. Je n'avais pas du tout... je ne me sentais pas du tout pouvoir un jour rentrer en prison. Et pourtant, vous avez fait combien de temps en prison, M. Ali Koudé? Alors, dans cette affaire-là, j'ai fait 6 années. 6 années à quelques jours près. Donc, j'étais à Serkadji. Le premier jour, j'ai retrouvé un ami, il m'a dit, écoute, quand j'ai entendu à la télévision cette histoire, elle est le jour du naufrage, j'étais sûr que c'est toi qu'ils allaient amener ici. Je suis quand même le dernier maillon de la chaîne dans cette affaire. C'est une affaire de sauvetage, d'abord. C'est une affaire de sauvetage, c'est pas une affaire de... Alors, on va s'arrêter un moment sur comment est construite l'accusation. Contre vous, l'accusation, en gros, il y a un article du Code maritime national, on vous considère comme étant l'armateur, donc vous avez une responsabilité. On vous reproche d'avoir mis en haute mer un bateau qui ne pouvait pas naviguer en haute mer. Après, bon, évidemment, il s'agit de la rade d'Alger, il ne s'agit pas de la haute mer, mais bon, ça vous le démontrerez plus tard. Ensuite, on vous reproche de ne pas avoir suffisamment armé le bateau, donc pour qu'il puisse tenir face à une situation comme ça. On vous a reproché des défaillances techniques sur le bateau. Toute une série d'accusations qui, lors du premier procès, parce qu'on va avancer, on arrive au premier procès 3 ans après. 2 ans et 16 mois. 16 mois. Vous êtes jugé au bout de 16 mois. Donc, le procès c'est pas une première instance, parce que c'est de la criminelle, c'est le premier procès. La partie, les témoins à décharge, des experts, des commandants qui pouvaient dire que le Béchar était en état de naviguer, etc. Toute cette partie-là n'est pas présente au procès. C'est quand même un gros échec de la défense d'avoir raté ça. Ou à contrario, le ministère public a tout fait pour que vos défenseurs ne soient pas là. Je vous dis, ce n'est qu'un élément. Cette histoire de témoins à décharge n'est qu'un élément, je dirais, de la pièce de théâtre qui a été jouée pour notre procès. Je dis bien pièce de théâtre qui a été jouée parce que tout le monde savait qu'on n'avait absolument rien à voir. La liste des témoins a été envoyée, le code de procédure pénale, dans les délais. 3 jours. Dans les délais. Elle a été envoyée dans Notre avocat nous l'a confirmé, qu'il l'avait remis dans les 3 jours à tout le monde, etc. Donc, c'est la présidente du tribunal qui dit que non, nous rejetons votre liste de témoins. La présidente, Mme Ben Youssef. Ania Ben Youssef, qui dit donc vous n'avez pas remis dans les délais, donc je ne peux pas la prendre en considération. Par contre, les témoins à charge, notre avocat n'avait pas reçu, la défense n'a pas reçu la liste des témoins à charge. Alors pour vous dire que c'était, pour moi en tout cas, Makhdouma. C'est un procès réglé d'avance. Oui. Dans les témoins à charge, il y a notamment un commandant qui avait été licencié, un commandant de la CNA qui avait été licencié quelques mois auparavant et qui va tenir publiquement le discours suivant, c'était des corbillards flottants. Alors il se trouve que lui-même avait navigué sur le Béchar quelques mois auparavant et ça ne lui avait pas posé problème, c'est ce que vous écrivez dans votre livre. Exactement. Il y a effectivement 4 commandants qui... pourquoi ils se sont ligués? Parce qu'à un moment donné, ils n'ont jamais accepté
la nouvelle réorganisation que j'avais mise en place. C'était des commandants qui avaient un statut de super commandant. Ils faisaient les lignes qu'ils voulaient. Parce qu'on avait des bateaux qui étaient à l'arrêt et il fallait bien qu'il y ait une rotation. Ce n'est pas toujours les mêmes commandants qui doivent rester presque le habs sur un bateau parce qu'ils n'ont pas le droit de sortir. Ils n'ont pas le droit de descendre à bord, sauf avec l'autorisation. Et s'il y a un autre commandant À bord. en remplacement. On ne peut pas laisser un bateau sans commandant, même à l'arrêt, même s'il ne fonctionne pas. De ce point de vue-là, on peut quand même ouvrir une parenthèse. Le commandant du Batna n'était pas à bord au moment de la tempête. Voilà, c'est un... Ça vous a desservi à la CNAN, Oui, mais absence. pas la CNAN. Et son second aussi était absent. Mais c'est pas la CNAN. Le problème n'est pas la CNAN. C'est pas nous qui contrôlons la montée et la descente des marins à bord. C'est les gardes-côtes. C'est les gardes-côtes. Personne ne peut monter à bord, ni en descendre, sans l'accord des gardes-côtes. Parce que devant la passe, il y a les gardes-côtes. C'est quand vous partez avec la vedette pour emmener un commandant, un marin, un second capitaine, n'importe quoi, il faut l'accord des gardes-côtes. Donc, si vous parlez... Et si un commandant est absent de son bateau pendant longtemps, les gardes-côtes doivent le signaler. C'est ça. Il ne peut pas descendre. Il ne peut pas le laisser descendre à terre. Comment ils sont descendus? Voilà toute la question. Voilà la responsabilité de la CNAN. Pour nous, il y avait un commandant. D'ailleurs, quand j'étais au téléphone VHF, je pensais parler au commandant. Or, ce n'était même pas ni le commandant, ni le second capitaine. On parle du Batna. C'était un lieutenant agressif. On peut dire heureusement qu'ils s'en étaient bien sortis. Heureusement qu'ils s'en étaient bien sortis d'ailleurs. Quoique, il fallait un commandant, les choses étaient graves. Il y avait des risques quand même importants. Et le commandant du bateau, ainsi que le second capitaine, ils étaient incarcérés aussi. Oui. Mais libérés. Oui, ils ont eu 2 ans. Et vous en avez eu 15 aux premières instances. Vous en avez eu 15. À un moment donné, vous vouliez abandonner les Koudil. Il y a des moments, des pages très noires dans votre livre, extrêmement sombres, où après la condamnation de 15 ans, vous touchez le fond, vous sentez plus la force de vous défendre, vous avez des idées noires qui vous traversent la tête. Vous pensiez vraiment qu'il n'y avait plus d'issue, que vous alliez passer 15 ans en prison? Ah oui, à un moment donné, moi quand j'ai reçu les 15 ans, c'est comme si j'étais dans un rêve. J'étais pas conscient. Je n'avais pas encore pris conscience de la condamnation à 15 ans de prison. J'étais en train de... Ce n'est qu'un jour, quelques mois plus tard, disons un mois après quand on est parti à Brouaguia. On est parti le 29 juillet 2006, convoi à Brouaguia. Et donc, c'est quelques jours après, dans le bloc A, quand je me suis réveillé le matin, là, j'ai pris conscience. Et je dis, vous savez, c'est une image, quand on jette un cadavre à la mer, il finit toujours par remonter. Moi, je l'avais jeté, ma condamnation, puis un jour, elle est remontée. Là, j'étais vraiment abattu, et pendant plusieurs jours, effectivement, je me dis, écoute, 15 ans de prison, j'ai 56 ans, 15 ans, ça veut dire 2020, 2021, à quel âge je sortirai, à quoi ça sert, et tout ce temps-là, ni moi, ni je suis heureux, surtout ma famille, qui est très malheureuse. Je vais maintenant les obliger à rester 15 années, à m'attendre, chaque semaine, à se débrouiller pour me ramener mon couffin.
J'ai dit, c'est... Monsieur Ali Koudil, moi j'ai choisi de parler, c'est un moment très, très fort dans le livre. Vous avez choisi d'en parler parce que il faut que les Algériens sachent où est-ce qu'on peut arriver quand on passe par là. C'est vrai qu'il y a eu 16 morts dans l'affaire Bouchard et on va essayer, dans les minutes qui viennent, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et quelle est la responsabilité. Mais vous, à ce moment-là, dans votre vie, la famille qui est en difficulté à l'extérieur, vous qui ne voyez plus le bout du tunnel, vous le dites, vous le racontez dans les détails, pendant plusieurs jours, vous avez cherché à mettre fin à vos jours. Oui. J'essayais simplement de trouver le meilleur moyen. Je ne voulais pas rater. Il ne faut pas rater, parce que si vous ratez, c'est encore l'enfer, double enfer. Parce qu'on vous met en cellule, on vous surveille, on vous contrôle, etc. Donc, sans vouloir le dire aux autres. Notamment Armdan, votre complice, ami de toujours, et qui était le responsable de la technique dans la navigation. Hein. Exact, le directeur armement et technique, M. Amour. C'est avec lui que je discutais, comme ça, de manière débonnaire, en essayant de... j'ai dit, écoute, il paraît qu'il y a des gens qui se sont suicidés ici. Comment ils ont fait? Et j'ai dit, comment ils ont pu faire? Il y a trop de monde, on ne peut pas. Effectivement, il y avait un cas de suicide dans la salle où j'étais. C'était un gars qui, la nuit, qui s'est réveillé, qui a trouvé une formule pour se pendre. Mais depuis, ils ont fait ce qu'on appelle un prévôt de nuit. Il y a un prévôt de jour, et puis un prévôt, c'est un surveillant. Il surveille s'il y a des trucs... la nuit. Donc, on ne pouvait plus dans la salle. Dehors, on ne pouvait pas. Donc, peut-être que j'avais demandé ça, peut-être qu'il allait me donner une idée. Mais en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui... Il s'est rendu compte que j'étais pas bien. Et c'est là où il m'a raconté l'histoire de ce paysan en Kabylie, dans un village kabyle, qui s'était pendu à un arbre. Et il m'a dit, tu sais comment on appelle aujourd'hui ces enfants? C'est les enfants du pendu. Il me dit... voilà, ouais. Ça m'a effectivement touché. Et j'ai regardé, je voyais ma fille... Sonia, mon fils, qui est le pilier de la défense. C'est ma béquille, qu'ils étaient. Donc, je les voyais, c'est là où j'ai dit, bon, c'est pas possible. Bon, j'ai enlevé, je me suis débarrassé de ces mauvaises pensées. Et c'est le point de départ de la contre-attaque. Et c'est le point de départ de la contre-attaque. Vous allez confectionner le document qui va permettre à la défense de mieux vous défendre en cassation, puisque vous obtenez au bout de quelque temps la cassation auprès de la Cour suprême. Et ce document-là, il reprend point par point les points d'accusation pour les démonter. Voilà. On ne va pas reprendre les 5 points parce qu'il faudrait beaucoup de temps pour cela, mais essentiellement, vous allez montrer que le Béchar, n'était pas en haute mer, il était en rade, donc un peu sous la responsabilité, même beaucoup de l'amirauté, la capitainerie du port d'Alger, donc c'est une co-responsabilité, et puis surtout que ces machines étaient en état de fonctionner, et elles fonctionnaient pendant le naufrage. Mais ça a été même écrit dans le rapport de la commission d'enquête, que le bateau, que son moteur était bien, qu'il était bien géré par la CNAN. Ça, c'est dans le corps du texte de la commission. Mais les conclusions sont totalement à contrario du corps du texte. Alors, il y a eu ce moment spectaculaire du procès en appel, en 2010, du deuxième procès, où un de vos avocats sort un document de l'expert du ministère du Transport qui dit n'avoir pas pu le faire savoir déjà, qui dit qu'il n'a jamais signé le rapport d'expertise et qu'il était contre ses conclusions. Exactement, il l'a dit, monsieur Boudaoud. C'est le seul expert. Alors qu'en principe, une commission d'enquête, il faut qu'elle soit nautique. Il ne faut pas que ce soit des administratifs. Ce n'est pas le directeur de FLEN ou le de FLEN qui va faire. Il faut que ce soit des experts qui disent pourquoi, comment, etc. Et il se trouve que c'était le seul expert. Dans le Khorin. Alors, pire que ça, il y a à l'intérieur de cette commission, il y a des membres que je dirais impliqués. Les gardes-côtes, par exemple? Pas des membres en tant que personne. Oui, en tant qu'institution. En tant qu'institution. Comment? C'est eux qui sont chargés, ça s'appelle le CNOS, le Centre national des opérations de sauvetage. Et le CNOS est régi
par une réglementation internationale que l'Algérie a validée. On ne peut pas ne pas le faire. Dans chaque pays, il y a des CNOS. Il y a un CNOS. Et le CNOS, à la tête, c'est les gardes-côtes. Il y a les gendarmes, il y a le port. Mais nous, on n'y est pas. La CNAL n'y est pas dans le CNOS. Donc, lorsqu'il y a un incident en mer, c'est le CNOS qui s'en charge. Comment voulez-vous que des membres du CNOS soient dans cette commission, alors qu'en principe, ils ne devraient pas y être? Parce que pour la neutralité des... Alors, quand il a fallu chercher des coupables, parce qu'il y avait une émotion dans l'opinion, le pouvoir politique a vite fait le tri. Vous dites, ou quelqu'un vous a dit dans le livre, un de vos interlocuteurs, c'était pas possible de faire condamner les gardes-côtes. Les gardes-côtes, c'est des militaires, on ne touche pas aux militaires. On a essayé de les condamner. Ils ont été cités. Ceux qui étaient de garde ce jour-là... Mais qui n'ont pas fait ce qu'il fallait. Eh bien, ils n'ont jamais été jugés. Ils étaient absents à la première... Absents. Ensuite transférés au truc militaire, au tribunal militaire, et puis l'affaire est close. Je ne cherche pas, parce que je ne cherche pas à dire que c'est à ce qu'ils rentrent en prison, mais pas du tout. Hein. La plupart d'ailleurs, ce sont des amis. Et j'ai beaucoup de colonels. Ils n'avaient pas les équipements pour intervenir. Ça, c'est grave quand même pour un pays. Parce que celui qui a signé, le pays qui a signé la convention donc, de la SOLAS, comme on appelle la SOLAS, c'est les secours en mer, doit se doter des moyens nécessaires. Si c'était un bateau étranger qui avait coulé, vous croyez que ça se passerait comme ça? Jamais. Le port d'Alger serait banni, purement banni. Parce que ça s'est passé sous sa protection. Oui. Dans sa rade, c'est à lui de trouver la solution. D'ailleurs, les assurances, qu'est-ce qui se passe quand il y a un truc comme ça? Tout de suite, ils montent les primes d'assurance. Tout de suite. Le mouillage d'Algérie deviendrait très cher. Oui, c'est dangereux. C'est dangereux, donc l'assurance... Alors, dans la chronologie de cette journée dramatique de novembre 2004, il y a quand même un bateau allemand qui a demandé le secours des remorqueurs. Alors, il y a le Wanda, le Sea Trader. Un bateau allemand neuf. Le moteur Tao s'est arrêté. Mais c'était à 14h, aux environs de 14h, le début de la tempête. Il appelle donc la capitainerie, il lui envoie un remorqueur et ils arrivent à le tirer. Le faire entrer de ce côté de la passe. De ce côté-là, dans le port et la marée, etc. Et il passait juste à côté du Bichar. Ça, c'est des témoignages. Même au niveau de la gendarmerie, au niveau du juge d'instruction, etc. Donc ils ont dit, bon, quand on est passé à côté du Bichar, on leur a demandé si ça va, si vous avez besoin. Ils disaient non, ça va. Donc il faut rentrer le Sea Trader. Il y a un autre bateau, je crois chinois, ou coréen, je ne sais pas, le Wanda, à l'intérieur du port, qui a les amarres ont lâché. Et qu'il y a eu même un mort. Il y a eu un mort à bord, à cause de la tempête. On n'en parle pas. C'était une tempête très très forte. Donc, pour vous dire que l'équipage du Bichar se sentait en sécurité. Parce qu'il avait le moteur qui fonctionnait. Parce qu'il avait tout. Parce que, écoutez... Alors, dans votre document, M. Ali Koudil, vous êtes quand même obligé, vous vous défendez, mais vous proposez des pistes d'explication. Et dans les pistes d'explication, vous dites, premier point, le mouillage du Bichar n'était pas bon, il était trop près de la jetée Kherdé. 900 mètres, c'était une prise de risque. Il y a trois éléments. Il y a trois éléments. Le premier, c'est la tempête. La tempête. Le deuxième, c'est le lieu de mouillage, qui était trop près. Et c'est la responsabilité de la capitainerie de corriger le point de mouillage. Ah oui, bien sûr. Surtout quand il y a un BMS qui arrive. La zone du port, elle est partagée en 4. Il y a 4 zones. Il y a des bateaux qui en principe, doivent aller en réparation. Il y a une zone.
Pour les pétroliers, c'est une zone. Pour ceux qui rentrent au port, c'est une zone. Il y a 4 zones. Et c'est le port d'Alger, la capitainerie du port, qui affecte les bateaux. Ensuite, le commandant choisit le lieu. À l'intérieur de la zone. À l'intérieur de la zone, il choisit le lieu. Raïs. C'est le maître à bord. Personne ne peut lui dire ici ou ici ou ici. C'est lui qui est responsable de son bateau. Donc, deuxième point, c'est le point de mouillage qui était risqué. Et le troisième point? Et le troisième point, je dirais que c'est que l'équipage s'est rendu compte du danger un peu trop tard. Mais pas un peu trop tard, trop tard. Trop tard. Pourquoi? Parce que quand on reçoit un BMS, et ils l'ont reçu, le BMS, nous avons la preuve qu'ils ont reçu le BMS à 9h du matin. Quand on reçoit un BMS, les procédures veulent que l'équipage, qu'on sonne l'alerte, que l'équipage monte et que tout soit contrôlé, tout soit vérifié, que le moteur, l'encre, tous les éléments, et se préparer à quitter l'endroit dangereux à 9h. Donc si le commandant Bidillah avait pris ses dispositions dès 9h et qu'il aurait quitté la zone dangereuse, même si, comme ils disent, que si le moteur ou a un problème, etc., survenait, il n'aurait fait qu'échouer, comme l'avait fait le Batna, mais pas fracasser contre les rochers. Donc, il s'est pris échoué parce qu'il aurait pu choisir lui-même sa trajectoire. Il aurait tout le temps de se préparer, de lever l'encre, parce que problème d'encre, on a beaucoup parlé d'encre. L'encre, lorsque par exemple elle est accrochée que vous ne pouvez pas l'enlever, en cas de danger, il y a une étalingure qui retient l'encre au bateau. Il suffit de taper sur l'étalingure et vous abandonnez l'encre. Vous l'abandonnez et puis ça y est. Donc ça ne peut pas être le problème de l'encre. Vous dites même que l'encre a peut-être retardé la... Elle a retardé effectivement, parce que s'il n'y avait pas eu d'encre... La dérive. La dérive aurait été beaucoup plus importante et plus rapide. Et plus rapide. Monsieur Ali Koudir, vous avez été, vous et vos amis, vous étiez 4 à être détenus... 5 à être détenus à Broguet. Donc en deuxième instance, vous avez été acquitté. Oui. Au jour d'aujourd'hui, on peut dire que vous avez été lavé de toute responsabilité. Pénalement, vous avez été lavé par rapport à l'affaire Bichar. Oui, et c'est pour ça que je dis, quand je parle dans mon livre de magistrat, il faut aussi que je rende hommage à certains magistrats qui ont appliqué la loi et qui ont été, et c'est grâce à le deuxième magistrat qui nous a, c'est M. Boubtra. Il vous a laissé développer votre argumentaire. Il nous a laissé parler, il nous a laissé développer notre argumentaire. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'était la lettre donc, de l'expert. De l'expert Boudaoud qui dit que les conclusions du rapport d'expertise, du rapport d'enquête, il n'est pas d'accord, il ne les a jamais signées, et qu'il était bien au contraire certain de l'innocence de mon innocence et de celle de mes camarades. Alors, vous n'êtes pas au bout de vos peines, parce qu'il y a une autre affaire qui démarre en 2012, qui concerne la gestion de la CNAN de 2006 à 2009, mais sur insistance du Premier ministre, elle est étendue, cette information préliminaire est étendue à la période 2002-2004. Il se trouve que la période 2002-2004, c'est celle où vous êtes à la tête de la CNAN. Le Premier ministre qui demande l'extension de cette information, c'est encore une fois M. Ahmedou Yahya, et vous vous retrouvez impliqué dans une affaire sur des actes de gestion qui sont finalement, qui n'ont jamais porté préjudice à la CNAN, mais qui sont pourchassés par l'IGF comme peut-être étant délictueux. Et il y a un nouveau feuilleton judiciaire qui vous amène à faire 9 mois de mandat de dépôt avant le procès. On va pas rester sur cette chronique-là, je voulais juste vous poser une question. Ouais. Qu'est-ce que vous vouliez faire en 2002 quand vous êtes arrivé à la tête de la CNAN? Vous voulez la redresser, vous racontez comment vous procédez, électrochoc, dissolution de la CNAN, l'ancienne, elle a failli, elle a échoué, elle a des bateaux en grande difficulté, vous mettez 21 bateaux
sur la liste des transferts, de la vente. Quelques-uns doivent être rénovés avant. C'était le cas de Béchar qui devait être rénové. Il devait aller à Bjaïa quelques semaines après. Malheureusement, la tempête est arrivée avant. C'était aussi le cas du Batna. Oui. Le Batna était un peu plus dur. Un peu plus dur. Le Batna, il avait une déchirure sur la coque qui était due aux intempéries de Bab el-Oued. De 2001. De 2001. Donc, mais lui, il nécessitait beaucoup de tôle. Or, notre chantier naval ici, Bjaïa, n'avait pas suffisamment de stock d'acier pour pouvoir faire. Ouais. Ils nous ont dit, en attendant, nous prenons le Béchar. Et ils allaient prendre, et c'est Béchar qui devait y aller. Ouais. Donc, vous engagez quand même une réforme, on va dire, très forte. Vous proposez, vous dites, on peut préserver les emplois, vous signez une sorte de pacte avec le partenaire social, le syndicat, sous ces conditions-là, donc la discipline, la lutte contre l'absentéisme, la réduction des centres de coûts, des gaspillages, des intérêts indus, des monopoles qui ont duré depuis longtemps, etc. Vous engagez une politique hardie. Est-ce que vous pensez que ça vous a rendu précaire au moment de l'affaire Béchar, d'avoir fait tout ça auparavant? Oui. Moi, j'ai eu, disons, la chance d'avoir quand même un syndicat responsable. Donc, j'ai discuté avec eux. C'est moi qui ai fait le plan de restructuration de la CNAN. Un plan de restructuration financier, mais aussi organique, avec toute une réorganisation interne des procédures à bord des bateaux et à terre aussi. Et donc, ils ont adopté. Ils ont été avec moi. Ils ont adopté le plan de restructuration. C'est ce plan-là qui a été proposé au CPE. C'est vous qui avez défendu le plan? C'est moi qui l'ai défendu devant le président du CPE qui était le chef du gouvernement, M. Yahya. Donc, ils l'ont accepté. On nous a... toutes les dettes nous ont été essuyées. Mais moi, j'ai tenu à ce que j'ai dit d'ailleurs à M. Yahya, enfin au président du CPE, j'ai dit que s'il faut faire une restructuration financière comme les autres, c'est-à-dire vous enlevez les dettes, et c'est pas la peine. C'est pas la peine. J'ai pas besoin d'être renfloué comme ça. J'ai pas besoin. Parce qu'on a besoin d'un fonds de roulement. On a besoin de payer nos factures, d'abord de payer nos salaires, payer nos fournisseurs, avant que les recettes ne commencent à venir. Et les bateaux qui étaient à l'arrêt coûtaient cher, plusieurs par jour. $1,200 jour, parce qu'il faut quand même payer le fuel, il faut payer la rade, il faut payer les marins à bord, il y a des frais. C'est $1,200 jour. Nous avons payé énormément d'argent. C'est depuis 1999 qu'ils sont à l'arrêt. C'est pas moi qui ai décidé de vendre ces bateaux. C'est le CNPE à ce moment-là. Ça s'appelait pas le CPE, CNPE, qui avait décidé. Et M. Yahya, donc c'était lui aussi le président du CNPE, qui avait décidé, sur la base de rapports faits par la CNAN, pour dire la vétusté. Et je voudrais rajouter quelque chose ici quand même, c'est assez important, parce que beaucoup de gens se disent, comment se fait-il qu'on vende des bateaux comme ça, et puis celui qui les a achetés, on le voit 2-3 mois après revenir avec le même bateau ici à Alger normalement. C'est là où, c'est pas une question simplement de rafistolage. Un bateau, il doit passer tous les 5 ans, visite générale. C'est réglementation internationale. Et il doit passer une visite intermédiaire tous les 2 ans et demi. Quand il passe dans un chantier, il y a le bureau Veritas. Nous avons choisi le bureau Veritas plus la Lloyd. C'est un nom un peu difficile. C'est un bureau de certification. Certification allemand. Il passe à bord. Comme c'est la classe A, et comme c'est l'Europe, c'est surtout l'Europe, il y a des conditions extrêmement contraignantes. Par exemple, je vous donne simplement un exemple. L'épaisseur de la tôle, elle s'érode en mer. Elle s'érode continuellement.
Donc, à un moment donné, il y a une tôle qui devait être, par exemple, de 2 cm, il lui manque 2-3 mm. Le bureau Veritas a changé. A changé. Imaginez un bateau où il faut changer 2000 tonnes, 3000 tonnes d'acier. Au coût où il était l'acier, il était à $400 la tonne. Ça revient très cher. Donc le mètre au niveau de la classe A, au niveau de la classe A pour pouvoir naviguer, coûterait beaucoup plus cher que, que la valeur même du bateau. Donc il revient. Ouais, donc économiquement, vous avez parlé de certaines rénovations de complaisance qui pouvaient avoir eu lieu en Algérie et qui n'étaient pas en réalité, qui n'avaient pas été faites. Oui, tout ça c'est ce que j'ai trouvé à la CNAN quand j'ai fait le diagnostic. L'état actuel de la CNAN, j'ai trouvé quand même énormément. Je connaissais un peu la CNAN avant. C'est ma première entreprise quand je suis sorti de l'université et puis quand j'ai fait mon service national, la première entreprise qui m'a recruté, c'était la CNAN. Donc je suivais, parce que j'aimais bien ce métier, c'était un métier, d'ailleurs c'est pour ça que je suis revenu, malgré la situation que je connaissais très bien. On m'a dit que tu es fou. On m'a dit que j'étais fou d'avoir accepté. J'étais bien, j'étais au niveau de la SGP, membre fondateur de la SGP Chimie Pharmacie. Donc une holding. Dans un bureau, surveiller de loin les entreprises. Bon, mais là j'ai choisi ça. Donc... les intérêts que vous avez attaqués ont fini peut-être par vous rattraper. Alors il y a au moins un, c'est vous qui le citez dans le livre, qui semble avoir été peut-être plus sensible et plus réactif à votre action. C'est une forme de rente de situation sur l'assurance des bateaux. Et il semblerait que le fait d'avoir enlevé le représentant d'un assureur historique de la CNAN, qui était au poste à Alger, vous avez porté préjudice. Vous dites que c'est quelqu'un qui était protégé par le cercle présidentiel. Et vous avez subi des pressions pour ne pas faire cet acte. Vous le racontez dans le livre. Hein. Oui. Si c'était à refaire, je referais. Je suis obligé de refaire. Je suis obligé. Écoutez, vous êtes désigné dans une entreprise comme responsable. La moindre des choses, c'est d'essayer de faire du mieux que vous pouvez, c'est-à-dire quoi? Réduire des coûts qui n'ont pas, qui ne devraient pas exister. La prime d'assurance, il y avait un surcoût, c'était pas assez concurrentiel. Pourquoi? Parce que on n'avait pas beaucoup d'avaries. Donc on ne payait pas beaucoup on ne demandait pas des remboursements, etc. Donc là, vous pouvez demander une prime plus faible. On pouvait aller demander une prime plus faible. C'est ce que quand j'ai envoyé pour renégocier les contrats, le directeur financier ainsi que le directeur juridique à Londres, qu'est-ce qu'ils lui répondent là-bas? Le courtier, parce qu'on n'a pas le droit d'aller directement aux assurances, on passe par un courtier. Le courtier traditionnel de la CNAN, qui était le courtier de 63 jusqu'à peut-être maintenant, je ne sais pas. Eh bien, il a dit, écoutez, voilà, l'assureur veut augmenter de 100% la prime. Bon, nous on est venu pour réduire et vous nous dites... donc ils m'appellent de là-bas, ils me disent, voilà, on ne peut pas. Ils veulent nous augmenter de 100%. Je me restais sur place. J'ai appelé le directeur de la CAT, directeur général de la CAT. Pour qu'il vous fasse une offre? Non, pas lui. Est-ce qu'il y a un représentant? Parce que c'est des assurances à l'extérieur. Ce n'est pas des assurances. On était assuré à la CAT. On était assuré à la CAT, on était assuré à la CACH pour le corps. Mais pour... le flottant le flottant, c'était à l'étranger. Donc j'ai pris attache avec le directeur général de la CAT. Donnez-moi votre courtier à Londres. Donnez-moi l'adresse, le téléphone, etc. Parce que je veux changer de courtier. Il me l'envoie et je l'envoie à mes collaborateurs qui étaient sur place. Je leur ai dit, allez-y voir tel courtier.
je veux changer de courtier et je veux changer d'assureur. Une demi-heure après, écoutez, les téléphones commencent à sonner. Et puis, le secrétaire général du ministère des Transports qui m'appelle. C'était un ami. Donc il me dit, écoute, voilà, il y a Flaine qui essaie de toucher le ministre. Comme le ministre était celle-là à ce moment-là, comme le ministre était, était dans la campagne présidentielle, etc. C'était lui le chef de campagne de M. Bouteflika. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est moi qui lui ai répondu. Il m'a dit, qui c'est ce coude-là que vous avez ramené? Quand vous l'avez ramené, quand je vais l'enlever? Il a dit, est-ce que vous le connaissez d'abord? Je n'ai rien, aucun problème avec lui. Vous dites, M. Koudil, que le courtier de la CNAN, qui négociait les assurances de la CNAN à Londres, était finalement un parent de quelqu'un du premier cercle présidentiel. Et quand on lit d'entre les lignes, vous dites que cet homme puissant du premier cercle présidentiel a aussi son neveu qui est apparu dans les affaires. Je me suis permis de faire des associations. Pour moi, le neveu, c'est Farid Bjaoui, et l'homme qui a protégé les intérêts de l'assurance de la CNAN, ce serait selon ce récit, Monsieur Mohamed Bjaoui. Vous n'êtes pas obligé de confirmer, mais vous considérez qu'il y a eu un lobby qui a pesé pour vous faire tomber à partir de ce moment-là. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais mis en prison. D'ailleurs, j'avais écrit une lettre au chef de gouvernement, M. Ouihia, quand j'étais en prison. J'avais déjà passé 3 ou 4 ans de prison. Et je voulais le sensibiliser. Pourquoi est-ce que vous m'avez oublié en prison? Et qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est une raison d'État? Mais si c'est une raison d'État, on ne reste pas 6 ans quand vous êtes convaincu de mon innocence. Et pourquoi est-ce que je suis en prison? Et je pose la question, c'est une question que je pose, parce que je n'ai aucune preuve, moi, de tout ça. Je n'ai pas à ma disposition un service d'enquête. Donc je lui dis, est-ce que je ne suis pas, par hasard, le fruit, plutôt la victime d'un lobby dont je vous ai déjà parlé, parce que je lui avais effectivement auparavant écrit une lettre pour me plaindre du harcèlement dont je faisais partie, en fait, dont j'étais la victime. Monsieur Ali Koudil, vous êtes au jour d'aujourd'hui encore sous le coup d'une interdiction de sortie du territoire national du fait que l'affaire sur la gestion est toujours pendante. Elle doit encore être jugée, oui, une 3e fois. Moi, je dirais les 2 affaires sont encore pendantes. Parce que la première, c'est vrai, je suis sorti innocent. Mais le procureur a fait un pourvoi en cassation. Et la Cour suprême a renvoyé l'affaire pour être rejugée en 2013. Nous sommes en 2017. Si on doit respecter le code de procédure pénale, il doit y avoir un 3e procès Béchar. Ah oui, en principe, oui, il devrait y avoir. Or, jusqu'à maintenant, on n'a pas été convoqué. Même mon avocat me dit qu'il n'y a aucune programmation sur les états du procureur général. C'est à la partie civile de courir pour ça. Et pour l'affaire sur les faits de gestion, on sait que votre successeur à la tête de la CNAM, M. Ali Boumar, a fait 3 ans de prison. 5 ans. 5 ans de prison, oui, aussi, oui. pour des... Alors, on ne va pas l'inviter à écrire un livre comme le vôtre, parce que bon, ça serait terrible, mais sur cette affaire-là aussi, on est en plein modèle, on va finir sur ça, modèle classique où des actes de gestion qui devraient dépendre des prises de risques professionnelles du management deviennent des affaires pénales. Oui. Vraiment, là, c'est extraordinaire. En plus, dans mon cas, moi, c'est 8 ans après qu'on me reproche des faits. 8 ans après, donc il y a la prescription, il y a on m'applique une loi qui est parue en 2006, alors que moi, en 2006, j'étais déjà en prison. Or, on ne peut pas me juger sur la base d'une loi qui est venue après les faits. Ça, c'est une règle de droit incontestable. La même chose, la prescription, parce que nous sommes en correctionnel cette fois-ci. La prescription, c'est 3 années. Oui. Or, je suis à 8 ans.
On peut rappeler rapidement pour les amis auditeurs de Radio M, il s'agit des problèmes d'affrètement, enfin de questions sur les affrètements, parce que vous avez essayé de faire une percée dans le domaine du transport maritime de voyageurs, donc sur la passation des contrats dans l'affrètement. Et puis il y a un volet de partenariat avec le Saoudien Pharaon, qui est présent en Algérie sur d'autres secteurs. Oui, bon, ça ne me concerne pas. Oui, ça ne vous concerne pas, mais cette affaire-là, c'est pas vous, mais c'est ça. C'est essentiellement ça. C'est essentiellement ça. C'est essentiellement ça. Bien sûr, pour ce qui me concerne, il y avait les affrètements, il y avait aussi le truc de change. Ça, je voudrais bien en parler quand même. Le non-rapatriement des... Je vais le dire très vite, vous le dites dans le livre, vous avez des bateaux qui risquent d'être bloqués à l'étranger, vous dites combien ça coûte très cher, vous signalez à la Banque d'Algérie que si vous ne payez pas, vous le signalez à l'avance. Et vous dites à la Banque d'Algérie, je veux faire une infraction au rapatriement pour sauver mes bateaux pour qu'ils ne soient pas bloqués. Et donc je vais payer ce qu'il faut payer pour que les bateaux puissent continuer à flotter. Et la Banque d'Algérie ferme les yeux, enfin, elle accepte. Elle dit rien, et ça va permettre quand même de faire de grosses économies. Oui, et après, on vous le ressort bien après. Et l'IGF est venue, elle a bien vérifié que tout cet argent, il est bien parti, d'Oro Kemegolo, chez les fournisseurs, et le reste a été rapatrié. Donc, en plus, ça s'est passé en 2004. En 2004, si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez me condamner à ce moment-là, pourquoi attendre 2012 ? Parce que M. Yahya l'a demandé, visiblement. Enfin, je ne sais pas, sincèrement... Vous dites que c'est le Premier ministre qui a insisté pour qu'on étende l'enquête à 2002-2004. Ali Kodil, vous connaissez très bien la CNAN, le pavillon national. Est-ce que vous avez une idée de sa situation aujourd'hui ? Et en un mot, comment faut-il faire pour... Elle est catastrophique. La situation aujourd'hui de la CNAN est catastrophique. On a mis les charrues avant les bœufs. Il y a eu des bateaux qui ont été commandés, qui sont là. Mais qui n'ont pas de marché. Et qui n'ont pas de marché. Et qui coûtent maintenant beaucoup plus cher qu'avant les $1 200 jour. On n'a pas de vision. On n'a aucune vision sur comment ça va marcher. On a oublié que c'est d'abord une entreprise, elle est commerciale d'abord, qu'il faut trouver des bons de commande, qu'il faut trouver le fret, etc. Je vous pose une question d'actualité. Le Premier ministre vient d'annoncer qu'il rouvrait, vous dites que ça a toujours été ouvert, mais on va dire ils ont rouvert à l'investissement privé la marine marchande. Donc on peut avoir des pavillons privés, aujourd'hui algériens privés. Est-ce que ce ne serait pas plutôt plus opportun de faire du partenariat et de faire entrer du privé dans la CNAN, du privé algérien ? Je vois, moi l'investissement dans le maritime est très très lourd. Très lourd. Un bateau coûte en moyenne 25 millions de dollars. Vous le multipliez par la contre-valeur en dinars et vous avez ce que ça veut dire. Or, quel est aujourd'hui l'investisseur qui va se permettre parce que pour rattraper son investissement, combien de temps il va falloir? Or, nous avons, aujourd'hui, on n'a pas une visibilité sur l'avenir en matière économique. Surtout maintenant avec la crise financière que nous vivons. Et moi, je ne crois pas qu'un investisseur privé ou même étranger puisse venir dans ces conditions. Mais, effectivement, c'est absolument nécessaire, à condition que l'État s'implique, qu'il considère le pavillon national pas simplement comme une entreprise commerciale, qu'il faut l'appuyer jusqu'à ce qu'il soit bien stable. L'appuyer notamment en lui réservant tout le fret souverain, tout ce qui... lui réservant, bien sûr, pas parce que nous ne pouvons pas faire 100% de notre commerce international, mais du moins une bonne partie, parce que je vous dirais, et ce n'est pas contre la loi de la concurrence internationale, surtout que nous sommes maintenant, disons, dans la zone de libre-échange, il y a tous les pays du monde réservent à leurs propres armateurs, armements, tout ce qui est financé par l'État. Tout ce qui est financé par l'État, c'est l'armement du pays qui finance, c'est lui qui, sauf s'il n'accepte pas. Donc il y a
automatique. Ça, il nous l'avait déjà donné, M. Yahya, vraiment. Je me rappelle le jour de restructuration financière, il avait fait une note à toutes les entreprises et organismes nationaux pour privilégier le pavillon national. C'est-à-dire, bien sûr, il faut que ça soit au même coût et au même... Ce que vous étiez en mesure d'assurer, vous le dites dans le livre. Monsieur Ali Koudil, votre agenda dans les prochaines 24 heures, vous êtes aussi là au Salon international du livre d'Alger pour signer votre livre. Ça se passe quand? Alors, le 1er novembre et le 3 novembre, à partir de 14h, au pavillon central de la foire d'Alger. Chez votre éditeur, les éditions Coucou. Éditeur, qui est le stand D40. Stand D40, les éditions Coucou. J'invite vraiment le public à venir acheter votre livre parce que c'est un récit dont on a besoin pour comprendre comment les entreprises publiques et les chefs d'entreprises publiques, comment leur vie peut basculer dans des circonstances comme celles que vous avez vécues. Monsieur Ali Koudil, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. D'être venu nous rendre visite aujourd'hui. Merci. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.